Bonjour tout le monde. Voici la troisième vidéo sur la série JavaScript Tuto. Aujourd'hui, on va étudier les conditions et les boucles. Les conditions et les boucles sont des tests qu'on effectue au niveau de notre code JavaScript pour vérifier le résultat des tests et exécuter des instructions en se basant sur ces résultats. Donc les conditions et les boucles font partie des fondements de base de la programmation, des fondements de base des langages de programmation. Mettez ça en tête. Donc elles sont indispensables. Et on peut faire beaucoup de choses avec les conditions et les boucles. Premièrement, on va étudier les conditions. Mais, pour pouvoir étudier les conditions, il faut connaître ce qu'on appelle les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Comme vous le voyez, vous le voyez sur la présentation. Premièrement, on va démarrer avec les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison sont ici au nombre de 8. Mais je pense que les 4 là, vous les connaissez, les 4 qui sont en bas là, symbole inférieur égale supérieur, supérieur égale, ça vous le connaissez je pense. Mais là où je vais me focaliser, c'est par exemple le symbole double égal. Ça signifie test d'égalité de comparaison. Ça ne signifie pas égal, mais c'est test de comparaison d'égalité. Tandis que le symbole triple égal, c'est test de comparaison d'égalité sur le contenu et le type. Par exemple de données ou bien de la variable, quelque chose comme ça. Tandis que le point d'exclamation égal, c'est test d'inégalité. C'est le contraire du symbole double égal. Le point d'exclamation double égal aussi. Le point d'exclamation double égal, ça c'est le contraire du symbole triple égal. Mettez ça en tête. Lorsqu'on va aller sur Notepad++, vous allez mieux comprendre le fonctionnement de ces opérateurs de comparaison. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les opérateurs logiques. Il y en a 3 que vous devez connaître. Premièrement, il y a le symbole double alpha. Ça, j'appelle ça le symbole alpha, double alpha. Ça signifie en français et en anglais, ça signifie N. Cela veut dire, par exemple, comme je l'ai écrit, condition 1 avec double alpha, condition 2, ça signifie condition 1 et condition 2. Tandis que le symbole double barre, ça signifie ou. Quand vous voyez condition 1 avec double barre, condition 2, cela veut dire condition 1 et condition 2, ou condition 2 du moins, condition 1 ou condition 2. Tandis que le symbole d'exclamation marque, point d'exclamation de marque, ça signifie non. Par exemple, quand j'ai mis point d'exclamation marque et puis condition 1, cela veut dire non condition 1. C'est ça que ça signifie. Ou bien no en anglais. Donc grosso modo, c'est ça que je voulais vous signaler. Parce que ça, c'est très fondamental pour essayer de comprendre le fonctionnement. Parce qu'on va utiliser ça au niveau des tests de conditions, au niveau de par exemple, des conditions et des boucles, on peut utiliser ça, quoi. Premièrement, même, on va essayer de voir les conditions. Pour réaliser une condition, on utilise l'expression if, comme vous le voyez sur la présentation ici. Vous le voyez même, voici la formulation de l'expression if. Vous écrivez if. Voilà, vous écrivez if. Et puis vous mettez les deux parenthèses. Et puis à l'intérieur de ces parenthèses, vous mettez la condition. À l'intérieur de ces parenthèses, vous mettez la condition que vous voulez tester. Après, vous mettez une paire d'accolades. Et à l'intérieur de ces accolades, vous mettez l'instruction que vous voulez exécuter. Mettez en tête que le résultat d'une test de condition est une variable booléenne. Donc le résultat est compris entre deux valeurs qui sont soit vraies ou bien faux. Ou bien en anglais on dit true ou false. Si le résultat est vrai, l'instruction est exécutée. Sinon, l'instruction est ignorée. Voilà. Pour être beaucoup plus performant, l'expression if, la plupart du temps, est utilisée avec l'expression else, comme vous le voyez, qui va nous permettre d'exécuter une autre instruction si le résultat de la condition est faux, comme vous le voyez. Si le résultat de la condition n'est pas vérifié,
on va sur l'expression else qui nous permet d'exécuter une autre instruction. Donc c'est la raison pour laquelle else est utilisé pour rendre le code plus performant. Voilà. Donc à part else aussi, il y a une autre expression qu'on appelle else if. Ça rend aussi le code beaucoup plus performant parce que ça nous permet de tester plusieurs conditions. Parce qu'on sait qu'avec if, on ne peut que tester une seule condition. Mais avec else if, on peut tester plusieurs conditions. Par exemple, ici je vous ai montré un seul else if, mais vous pouvez le répéter plusieurs fois. Ça dépend de vous. Par exemple, si la première condition n'est pas vérifiée, on va sur la condition du else if. Si la condition du else if n'est pas vérifiée, maintenant on va sur la dernière expression qui est l'expression else, qui va en quelque sorte nous exécuter l'instruction qui est dedans. Donc c'est comme ça que le truc là c'est structuré. C'est pourquoi ces conditions là, on les appelle des conditions structurelles. Parce qu'ils sont très structurés, quoi, comme vous le voyez. Donc maintenant, pour ne pas tarder, on va aller rapidement sur Notepad++. On va essayer de regarder ce qu'on a déjà appris. Je ne vais pas essayer de taper, j'ai déjà préparé des cours là. Je vais essayer seulement de coller ça au niveau de notre code. Voilà, maintenant, comme vous le voyez ce code là. J'ai écrit, par exemple, premier essayant de décortiquer. C'est le code qui est à l'intérieur des balises script que vous voyez ici là. Var, j'ai déclaré une variable que j'ai appelée âge. L'âge c'est égal à 17. Et puis j'ai dit if âge, cela veut dire si l'âge est supérieur ou égal. C'est pourquoi je vous ai dit que les opérateurs de comparaison là, il faut les comprendre, est supérieur ou égal à 18. Il faut écrire, il faut exécuter cette instruction. Alerte, vous le connaissez déjà, ça nous permet d'afficher quelque chose sur notre écran. Il faut afficher vous êtes majeur. Donc puisqu'on sait que sur ce test là, on sait que la variable est égale à 17, donc cette condition là ne sera pas vérifiée. Donc si on attends, je vais essayer d'exécuter ça sur Mozilla Firefox. Je vais essayer d'enregistrer ici en premier lieu. Enregistrer, et puis on va exécuter ça sur Mozilla Firefox. Voilà, quand on exécute, il n'y a rien qui apparaît. Parce que la raison en est que la condition là, c'est pas vérifié. Maintenant, essayons de changer le 17. On va essayer de mettre par exemple 19. On sait que 19 là, c'est supérieur ou égal à 18. Donc on va enregistrer. Quand on enregistre, on va sur Mozilla Firefox, Launch in Firefox. Vous voyez, il dit vous êtes majeur, comme vous le voyez ici, vous êtes majeur. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va essayer de voir tous les... on va essayer de retourner sur la présentation. On va essayer de voir les comparaisons là. Ça, c'est ce que je vous explique. Par exemple, le double égal là, c'est test d'égalité. Le triple égal là, c'est ça où il y a la confusion, parce que c'est test de contenu. Je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Essayons d'aller ici sur Notepad++. Comme ça, je vais dire, par exemple, au lieu de dire supérieur égal, je vais mettre triple égal. Triple égal. Et puis je vais mettre ici là, par exemple, essayons de mettre 18. Mais ce 18 là, ça ne sera pas... ce 18 là, ça ne sera pas une variable, ça sera un variable de type string, pas de type numérique. Voilà, ça sera de type numérique, de type string du moins. Tandis que ce qui est comparé ici là, c'est une variable. On veut que la variable là soit de type numérique. Tandis que ça là, je l'ai déclaré comme string. Essayons de voir le test si ça va réussir. Ça, normalement, ça doit être faux. Essayons de lancer ça sur Mozilla Firefox pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, il n'y a rien qui apparaît. Vous voyez, la raison en est que, parce que j'ai déclaré le truc là comme un string. Maintenant, pour que la condition soit vraie, il faut que je mets les guillemets à l'intérieur d'ici là. Par exemple, guillemets ici. Voilà, maintenant ça c'est un string. Vous voyez? Maintenant je vais enregistrer. Quand je lance ça sur Mozilla Firefox, vous voyez, il dit vous êtes majeur. C'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre cet opérateur de comparaison qui est le triple égal là. Voilà. Donc c'est ça que je voulais noter parce que il y a trop de confusion sur ces opérateurs là. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, quoi. Voilà, maintenant vous comprenez le truc là, else. Vous comprenez par exemple la condition if else. If vous comprenez la condition if.
Mais ici, là, on a seulement utilisé if. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour rendre le code beaucoup plus performant, on peut dire else. Par exemple, on peut dire else. Par exemple, ici, on va dire else. Voilà, maintenant, comme vous voyez le code là, ici, là, j'ai mis le else pour rendre le code beaucoup plus performant. Voilà, j'ai dit, par exemple, si l'âge est égal à 18, exécutez cette instruction. Attends, je vais mettre supérieur égal. Comme ça, c'est plus supérieur égal. Voilà, si l'âge est supérieur égal à 18, on veut, par exemple, afficher ça là. Vous êtes majeur. Tandis que si cette condition-là n'est pas vérifiée, on va sur else qui va nous afficher vous êtes mineur. Par exemple, on sait que la condition là ne sera pas vérifiée parce qu'on sait que 17 là n'est pas supérieur ou égal à 18. Essayons d'enregistrer le truc là et puis essayons d'exécuter ça sur Mozilla Firefox. Vous voyez, quand on exécute, il dit vous êtes mineur, comme vous le voyez ici là. Vous êtes mineur. Voilà. Donc grosso modo c'est ça que je voulais noter avec la condition else. Ça permet seulement de rendre le code beaucoup plus performant. Maintenant, on pouvait même utiliser else if. Voilà, j'ai un code ici là que vous voyez. C'est presque la même avec l'autre code là, mais j'ai ici écrit si l'âge est égal à 18, il faut dire vous êtes un adolescent. Tandis que else if, si l'âge est égal à 40, il faut dire vous êtes un adulte. Else, si ces deux conditions là ne sont pas vérifiées, on va sur le else, vous êtes mineur. Vous voyez, grosso modo c'est je pense que vous avez compris. Maintenant, puisque l'âge là c'est égal à 17, si on enregistre ici là rapidement, on va sur exécution avec Mozilla Firefox, il dit vous êtes un adolescent. Maintenant, retournons ici sur essayons de changer la valeur. On va essayer de mettre par exemple 40. Vous voyez, 40 c'est la condition else if. On enregistre ici là, on va sur Mozilla Firefox, exécution, il dit vous êtes un il dit vous êtes un adolescent. Non. Voilà, comme vous le voyez ici là, si vous j'avais pas mis double égalité ici au niveau de la condition. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas obtenu un bon résultat. Pour faire test de comparaison d'égalité, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas utiliser un seul égal, il faut utiliser le double égal. Parce que si je dis âge double égal, cela veut dire on teste si la variable est égale à 18. Tandis que si on avait mis un seul égal, cela veut dire que on fait on fait une affectation à la variable. Par exemple, on affecte une valeur à la variable. Tandis que le double égal, cela veut dire c'est une test d'égalité, de comparaison. Il faut mettre ça en tête. Donc, quand ici là, on a âge, variable âge qui est égal à 40. Maintenant, quand on exécute ici là, essayons d'exécuter sur Mozilla Firefox. Vous voyez, il dit vous êtes un adulte. Parce que c'est ça, si on retourne ici là, c'est ça qu'on a au niveau de notre code sur le else if ici là. Donc grosso modo c'est ça que je voulais que vous compreniez au niveau de else, if, else, if, tout ça là, c'est structuré comme ça. On met if, après else if si vous voulez, et après else. Donc la balle est dans votre camp. Vous avez le choix de choisir else if ou bien else. Si vous voulez, vous pouvez seulement mettre if. Ça dépend de la condition que vous voulez tester. Donc, on va maintenant sur ce qu'on appelle condition switch. Condition switch là, c'est un peu, c'est la même chose que else if else if. C'est la même chose, mais ici là, c'est plus en quelque sorte, c'est un code qui est plus performant que. Il y a beaucoup de répétitions de else if. Pour en quelque sorte tester plusieurs conditions. Maintenant, pour éviter ces répétitions, c'est la raison pour laquelle on utilise la condition qu'on appelle switch. Et puis, comme vous le voyez, l'expression switch là est structurée de cette manière. Premièrement, pour utiliser l'expression switch, on met le mot-clé switch. On écrit le mot-clé switch suivi de deux parenthèses et à l'intérieur de ces parenthèses, on met la variable à évaluer. La plupart du temps, c'est une variable à évaluer. Et puis après, on met une paire d'accolades. Et à l'intérieur de ces accolades, on met les cas de figure. Par exemple, ici, là, l'opérateur de comparaison qu'on utilise avec switch, c'est toujours le symbole égal.
le symbole égal. Par exemple, cela veut dire c'est une test de comparaison d'égalité quoi. Par exemple, si on met la variable x ici là, si on met case et puis ça représente la valeur de la variable. Cela veut dire on teste si x est égal à 0. Case 2, on teste si x est égal à 1. Case 1, on teste si x est égal à 1. Case 2, on teste si x égale à 2, x égale à 3, ainsi de suite. Et puis dernièrement, on met default. Default, cela veut dire si aucun de ces cas-là n'est vérifié, on exécute l'instruction qui est liée à default, comme vous l'avez ici là. Donc, grosso modo, c'est comme ça que je veux que vous compreniez le truc là. Maintenant, pour ne pas tarder, on va aller sur Notepad++. Voilà, comme vous le voyez, j'ai mis une variable ici là. Par exemple, switch, comme vous le voyez ici là. Et puis les cas, je vais déclarer même une variable. Je vais dire âge. On va, par exemple, on va dire var âge, par exemple, égal à, par exemple, on va dire 18. Et puis on met un point virgule. On met un point virgule, voilà. Voilà, maintenant, parce que vous déclarez la variable en premier lieu, maintenant on met le switch et puis la variable à l'intérieur. Et puis il y a les cas. Par exemple, cas 80, cela veut dire si l'âge est égal à 80. 60 si l'âge est égal à 60. 40 si l'âge est égal à 40. 18 si l'âge est égal à 18. Comme vous le voyez. Donc ici, là, pour le premier test, on sait que l'âge qu'on a déclaré ici, là, c'est 18. Donc on va enregistrer. On va aller lancer ça sur Mozilla Firefox pour voir ce que ça va donner. Et puis il dit vous êtes majeur. Et puis si on retourne, effectivement c'est ça, vous êtes majeur, parce que c'est cette condition-là qui est remplie. Par exemple, imaginons qu'aucune de ces conditions-là n'est remplie. Par exemple, essayons de mettre, par exemple, ici là, on va mettre 17 ou bien 16. On va essayer d'enregistrer ici rapidement. On vient sur Mozilla Firefox, on va lancer ici là, il dit votre cas sera examiné. Et puis effectivement, c'est ça qu'on a. Default, cela veut dire si on ne connaît pas l'âge. Si on ne connaît pas l'âge, on a mis par exemple default. Default, ça signifie si aucun de ces cas n'est vérifié, aucune de ces conditions n'est vérifiée, on va sur default et puis on exécute l'instruction qui est dedans. Donc je pense que vous avez compris. Donc maintenant on va aller retourner sur la présentation ici là. On va essayer de maintenant voir ce qu'on appelle les boucles. Les boucles sont des structures qui nous permettent les boucles sont des structures qui nous permettent d'exécuter une instruction plusieurs fois. Par exemple, il y a une instruction, on va l'exécuter plusieurs fois. Au lieu de taper cette instruction plusieurs fois, on utilise la boucle qui nous permet en quelque sorte, de manière simple, à réaliser une instruction ou bien à exécuter une instruction plusieurs fois. Maintenant, pour réaliser la boucle, il y a la boucle, ce qu'on appelle boucle for, il y a la boucle while, il y a la boucle while et la boucle for. Maintenant, on va essayer de voir en premier lieu la boucle for. Pour réaliser la boucle for, on met le mot clé for, comme vous le voyez ici là, suivi de deux parenthèses. Et à l'intérieur de ces parenthèses, on met une variable et on lui affecte une valeur suivie d'un point virgule. Voilà. Suivi d'un point virgule. Et puis ici là, on peut dire qu'on met trois. À l'intérieur de ces parenthèses, on met trois par exemple, instructions. Ou bien trois blocs. Les parenthèses avec for là. Et comme à l'intérieur de ces parenthèses, il y a trois blocs, trois structures qui sont dedans. Premièrement, il y a ce qu'on appelle initialisation de la variable. Après, on pose une condition sur cette variable. Après, on fait modification de la variable, comme vous le voyez. C'est comme ça que la boucle for fonctionne. Et puis à l'intérieur maintenant, après, on met exécution des instructions. On met les instructions qu'on veut exécuter. Là, ici, là, je m'insiste dedans parce qu'il y a beaucoup de débutants qui ont des difficultés à comprendre le fonctionnement de la boucle for. Mais une fois que vous comprenez que au niveau des parenthèses, il y a trois blocs. Il y a le bloc d'initialisation de la variable. Voilà, initialisation de la variable en premier lieu, c'est ça. Et puis on met un point virgule. Après, deuxième étape, on pose la condition, on met un point virgule. Troisième étape, on fait modification de la variable, soit par incrémentation, décrémentation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais l'exemple que je vous ai montré ici, là, ici on a initialisation de la variable. Voilà, variable i, ici même on devait mettre var, pour être plus précis. Var i, cela veut dire c'est une variable.
et puis on pose condition. La condition, on dit que I ne soit pas, ne doit pas être inférieur à 5. Et puis, troisième étape, cela veut dire c'est la modification de la variable. On dit I++. Quand vous voyez les deux plus là, cela veut dire à chaque fois, à chaque boucle, on ajoute 1. Plus, cela veut dire ajouter 1 à la variable. C'est ça que ça signifie. Donc, grosso modo, c'est ça. Et puis, on exécute l'instruction. Maintenant, pour ne pas tarder, on va essayer rapidement d'aller sur notre plus. Voilà, j'ai le code ici, là, très simple. Comme je l'ai expliqué, for, il y a les parenthèses, les trois étapes qu'on met, cela veut dire initialisation de la variable. Après initialisation, condition sur la variable. Et puis, modification de la variable en utilisant, sur cet exemple, ce qu'on appelle l'incrémentation. À chaque fois, la variable, à chaque boucle, on ajoute à la variable 1. Donc, je vais enregistrer ici rapidement. Exécution sur Firefox. Vous voyez, il dit voici la boucle 1. La raison en est que, si on retourne ici, là, j'ai écrit alerte, voici la boucle, et puis j'ai dit plus, ça c'est la concaténation, si vous avez regardé la vidéo précédente là. Et puis j'ai mis la variable I, comme vous le voyez ici là. Après, allons sur le navigateur. Ok, il dit voici la boucle 1. Voici la boucle 2. Voici la boucle 3. Voici la boucle 4. Et puis c'est fini. Vous voyez ici là, ne vous en faites pas, c'est mon navigateur Firefox là qui me donne un message, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant c'est comme ça que la boucle for ça fonctionne. On va maintenant sur la boucle while. Ici au niveau de la boucle while, il y a deux façons de boucle. Il y a la boucle while et la boucle qu'on appelle do while. Mais en premier lieu, on va essayer de voir la boucle while. La boucle while fonctionne de la même manière que la boucle for. À part que la syntaxe est un peu différente, mais le fonctionnement est le même. Ici, là, on veut en quelque sorte répéter les instructions qui sont à l'intérieur en faisant initialisation de la variable. Mais vous voyez que la structure est différente. Et puis, on pose la condition. Par exemple, on met while et puis on met les parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses, on pose une condition. Et après, on met la paire d'accolades. Et puis, à l'intérieur de la paire d'accolades, c'est là où on pose, on exécute l'instruction et puis on fait modification de la variable, comme vous le voyez ici là. Pour ne pas tarder, on va aller sur notre plus. On va essayer de... Et le code qu'on a utilisé ici là pour la boucle while. Comme je l'ai dit, initialisation de la variable en premier lieu. Après, on met while, on met les parenthèses, on pose la condition à l'intérieur. Et puis, on met l'exécution qu'on veut exécuter. Et puis, on met en quelque sorte la modification de la variable en faisant l'incrémentation, comme vous le voyez ici là. On enregistre le code. Vous voyez, le code là, ça fonctionne comme le code qu'on avait utilisé avec la boucle for. On va exécuter ça sur Mozilla Firefox. Vous voyez, il dit voici la boucle 0, voici la boucle 1, voici la boucle 2, voici la boucle 3, voici la boucle 4. Et puis, arrivé à la boucle 4, la condition n'est plus. Cela veut dire si la variable prend la valeur 4, on va faire incrémentation. Et puis, on sait que quand on fait incrémentation de 4 plus 1, c'est 5. 5 n'est pas inférieur à 5. Donc, la condition n'est plus remplie. La boucle s'arrête là-bas. Et puis, je vais essayer de vous dire de faire très attention avec les boucles. Il faut que la condition à un moment là ne soit plus vérifiée pour que la boucle s'arrête. Sinon, si la condition est toujours vérifiée, la boucle ne va pas s'arrêter et ça peut faire planter votre navigateur. Il faut faire très attention avec ces boucles-là. Voilà, c'est ça que je voulais noter. Donc, grosso modo, je pense que on va essayer de retourner sur la présentation. On va essayer de jouer aussi avec la boucle do while. C'est la même chose. Do while, la différence en est que au moins l'instruction sera exécutée une seule fois, même si la condition n'est pas vérifiée. Parce que la raison en est que la manière dont do while est structurée. Vous voyez que on fait do, cela veut dire il faut exécuter l'instruction. Après on vérifie la condition. C'est la raison pour laquelle je vous dis que au moins l'instruction sera exécutée une seule fois, même si la condition n'est pas vérifiée. Voilà, comme vous le voyez là, vous voyez ici que j'ai un code qui utilise la boucle do while. Vous voyez, initialisation de la variable et puis on met do.
Ici, là, on voit que la variable, en premier lieu, on l'a déclarée égale à 0. Donc, on va exécuter l'instruction. Et puis, on va, après exécution de l'instruction, on va ajouter 1 à la variable. Et puis, on va vérifier si la condition est remplie. Vous voyez que c'est la raison pour laquelle je vous dis que même si la condition n'est pas vérifiée, l'instruction sera exécutée une seule fois, même si la condition n'est pas vérifiée. Maintenant, pour prouver ça, là, essayons de changer, essayons d'exécuter ça en premier lieu. Exécuter sur Mozilla Firefox pour voir ce que ça va donner. Ça va donner le même résultat que tout à l'heure, quoi, avec la boucle while. Maintenant, essayons de changer la valeur de cette variable. On va mettre par exemple 5. Quand on met 5, on sait que 5 là, normalement 5, ou bien on met 6 même, comme ça vous allez mieux comprendre. On sait que 6 n'est pas inférieur à 5. Vous voyez que ici là, la condition n'est pas vérifiée, mais l'instruction va s'exécuter une seule fois. L'instruction sera exécutée au moins une seule fois parce que c'est la façon dont le code est structuré. Du fait que on utilise le do, c'est la raison pour laquelle le code sera exécuté au moins une seule fois. Pour prouver ça là, on va enregistrer ça rapidement. On va aller sur Mozilla Firefox Launch. Vous voyez, il dit voici boucle 6. Vous voyez, quand je fais OK, il saute. Maintenant, c'est ça que je voulais expliquer. Je pense que il faut à vous-même de faire la pratique. Parce que la meilleure manière de comprendre ces choses-là, c'est de faire la pratique. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.